Une discussion avec un alumni de l'EDEC qui me parle d'une boutique qui monte, qui veut balayer et changer un peu le monde du conseil. Alors là, tout de suite, j'ai les yeux qui pétillent. Moi, c'est le type d'aventure qui me plaît, l'aventure entrepreneuriale. Le conseil, ça reste des hommes et des femmes pour résoudre un problème. Et le livrable filable, c'est un Excel et un PowerPoint. Ça suffit pas pour faire un projet. Parfois, on se caractérise comme les urgentistes des entreprises. Moi, c'est ce que j'explique aussi à mes enfants, si je dois leur expliquer de manière simple mon métier. Je m'étais dit dans ma tête, je me donne 2 à 3 ans en entreprise pour pouvoir vivre l'expérience à fond. Et dans ma tête, je m'étais dit, il y a 50% de chances que je vienne en conseil et 25% chez Elite Advisory. Je m'étais dit ça. Bon, je m'étais pas trompé. Pour s'épanouir de conseil, il faut choisir 2 choses. C'est-à-dire la bonne culture de ton cabinet, parce que les cultures de cabinet sont différentes, donc il faut que ça te corresponde. Et la deuxième, c'est le positionnement métier. Quand tu es jeune, il faut poser des questions, être curieux, se tromper, recommencer. C'est comme ça que tu progresses dans les jeunes années. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Luc de Saint-Sauveur. Bonjour Guillaume. Luc, tu es partner au sein du cabinet de conseil Elite Advisory. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast Career Insight et de partager ton histoire auprès de notre audience. La première question du podcast est toujours très générale. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours ? Écoute, alors, déjà Guillaume, je suis ravi d'être avec toi, ravi de discuter des métiers du conseil. Donc moi, je suis associé chez Elite Advisory en stratégie opération. J'ai une 12aine d'années d'expérience professionnelle. Donc j'ai démarré ma carrière chez Elite Advisory en tant qu'analyste, en couvrant des métiers larges du conseil financier, transaction services, restructuring, litigation. Ensuite, je me suis spécialisé dans le monde du restructuring, jusqu'au grade de manager expérimenté. Là, j'ai commencé à avoir des fourmis dans les jambes pour voir ce qui se passait de l'autre côté de la barrière. Et donc, je suis allé en entreprise. Pendant 3 ans, j'étais responsable de la transformation dans un groupe agroalimentaire. Et ensuite, je suis revenu chez Elite Advisory il y a maintenant 2 ans et demi dans les métiers de la stratégie et des opérations. Alors, on va revenir sur les différents chapitres de ton histoire. Le chapitre 1, c'est tes études. Tu étudies dans une école de commerce, l'EDEC, entre 2008 et 2012, et tu réalises tes premières expériences en finance. C'est d'abord un stage en M&A dans une boutique qui s'appelait à l'époque Lyon et Associés, et c'est ensuite une année de césure chez PwC, donc un Big Four, avec une première partie en audit et une seconde partie dans les équipes opérations et post-deal. Comment et quand as-tu découvert cet univers de la finance et qu'est-ce qui t'a attiré au départ, même avant de faire ces stages dans cet univers ? Effectivement, c'est toujours un moment assez particulier de commencer à choisir un thématique dans ta carrière académique. Il y a 2 choses qui m'ont amené vers le métier de corporate finance pour démarrer ma carrière. La première, c'est que c'est une bonne manière de comprendre une entreprise dans sa globalité. Et c'est ce que j'avais envie de faire, c'était comprendre l'entreprise dans son fonctionnement global. Et ensuite, la deuxième, c'est que j'ai un esprit pour aborder les choses plutôt cartésien, plutôt logique. Et quand tu cumules ces deux choses-là, assez naturellement, tu vas vers le conseil financier. Et ensuite, mon stage en M&A et surtout Price, c'est des rencontres. C'est-à-dire que Price est venu recruter à l'EDEC. Et donc là, c'était un entretien, un regard, une poignée de main. Ça fonctionne et c'est parti pour le stage en audit. Et ensuite, j'ai pu cumuler et poursuivre mon année chez Price en changeant de service. C'est ce que permet cette taille de structure. Et j'ai vraiment apprécié cette expérience en conseil financier. Alors, en quoi ces 3 expériences pendant tes études à l'EDEC ont-elles été utiles au moment de chercher le premier CDI ? J'imagine que tu as capitalisé sur ces expériences-là pour ensuite trouver ce premier job après tes études. Alors effectivement, ces expériences, elles ont été extrêmement utiles. Je dirais la première chose, c'est que moi, ces métiers du conseil financier m'ont plu. Donc déjà, ça te donne une conviction qu'il faut continuer à chercher dans cet horizon-là. Donc là, pour ça, les stages sont vraiment importants. Et la deuxième, c'est que ça reste des expériences cohérentes avec un stage et avec un CDI chez Elite Advisory. Et ça, j'insiste beaucoup. Et je pense que c'est un conseil qu'on peut donner aussi aux gens qui cherchent des CDI, c'est d'avoir des stages cohérents avec le CDI que tu cherches. Je dirais à minima 1, voire 2 dans la thématique, pas forcément le même métier, mais un métier connexe. Parce qu'aujourd'hui, les recruteurs cherchent une cohérence dans le parcours pour pouvoir embaucher des étudiants qui resteront là plusieurs années dans leur cabinet.
le chapitre 2 de ton histoire. C'est après les decks, une fois que tu es diplômé, et tu débutes ta carrière professionnelle chez 8 Advisory. Pourquoi et comment ça s'est fait? Ah, écoute, c'est aussi une rencontre, c'est-à-dire qu'une discussion avec un alumni de l'EDEC qui me parle d'une boutique qui monte, qui veut balayer et changer un peu le monde du conseil. Alors là, tout de suite, j'ai les yeux qui pétillent. Moi, c'est le type d'aventure qui me plaît, l'aventure entrepreneuriale. Et ensuite, 8 Advisory permettait la capacité de faire plusieurs métiers quand tu rentrais analyste. Et c'est cette variété-là qui m'a plu et ce challenge d'être dans une société qui était en forte croissance. Alors justement, 8 Advisory, en 2012, donc à ta sortie des decks, c'est encore un jeune cabinet. Ses origines remontent à 2009, quand 8 associés décident de quitter le monde du Big Four pour créer leur propre structure de conseil. Et ce sera 8 Advisory, 8 parce qu'ils étaient 8, et Advisory puisque c'était du conseil. Aujourd'hui, le cabinet a bien grandi. Il y a 850 collaborateurs, plus de 15 bureaux dans le monde et plus de 100 associés. Est-ce que tu peux nous présenter le cabinet 8 Advisory et surtout ce qui le différencie de ses concurrents? Non, effectivement, comme tu l'as dit, en termes de grands chiffres, 8 Advisory, c'est 15 bureaux, 850 salariés, une centaine d'associés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la création de 8, c'était un ancrage Paris-Lyon. Ensuite, assez rapidement, on est devenu à l'échelle européenne, donc en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Là, on est en train d'ouvrir des bureaux en Espagne, c'est assez récent. On ouvre aussi des bureaux à New York. Donc, tu vois l'expansion géographique progressive. Et ensuite, il y a eu aussi une expansion au sein de la France. Donc, on a ouvert des bureaux à Nantes et à Marseille. Ensuite, 8 Advisory, c'est un cabinet pluridisciplinaire, c'est-à-dire on est leader sur nos marchés et c'est un cabinet de conseil financier, stratégique et opérationnel. Donc la première chose qu'on va faire, c'est les métiers autour de la transaction. Ensuite, on va faire de la restructuration, on y reviendra. Et ensuite, on fait également tout ce qu'on parle autour de l'ingénierie financière. Donc, ça va être de l'évaluation, du contentieux juridique, du financement de projet. Et on a également ouvert récemment des service lines dans la fiscalité et le droit des affaires. Donc, comme tu peux le voir, c'est un cabinet pluridisciplinaire pour pouvoir accompagner des dirigeants et des investisseurs au moment clé de la vie des entreprises. Donc concrètement, on va balayer peut-être une fausse rumeur ou une fausse vérité. 8 Advisory, c'est un cabinet de conseil financier, c'est pas un commissaire aux comptes, il n'y a pas d'audit, contrairement à des Big Four. Non, effectivement, et si on peut revenir sur la partie des différences de 8 par rapport aux autres cabinets, c'est vraiment son indépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait pas de commissariat aux comptes, pas d'audit. Ça, c'est vraiment la partie importante. Et ensuite, 8 Advisory est détenu par ses associés. Donc ça nous donne, on va dire, une liberté d'action. On a notre destin en main. Et ça fait aussi une des particularités de 8, c'est notre franc-parler, nos approches assez directes des sujets. Et on est assez connu pour ça sur le marché. Et ensuite, une particularité de 8 par rapport à nos concurrents, c'est vraiment la partie entrepreneuriale, c'est-à-dire que l'acte fondateur, 8 associés qui quittent un grand cabinet en 2009 pour créer et monter une nouvelle marque. Donc, il y avait un peu cette notion de David contre Goliath. Et donc, cet acte fondateur-là, on le retrouve dans notre ADN de cabinet. Donc, on en reparlera après sur les valeurs de 8 Advisory. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier par rapport aux autres cabinets. On est très ancré à ce moment, assez fondateur de l'histoire de 8 Advisory et sa création. Alors justement, venons-en aux valeurs mises en avant par 8 Advisory. Il y en a 3 que vous mettez en avant. La première, c'est l'excellence. La seconde, c'est l'entrepreneuriat, t'en parlais. Et la troisième, c'est le respect. Comment ces 3 valeurs se déclinent au quotidien, en interne d'abord avec les équipes, puis aussi peut-être en externe avec les clients? Alors, Tuffer, sur la partie excellence, moi, si je devais le traduire au quotidien sur comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on a la volonté d'apporter le meilleur service à nos clients. Et donc ça passe par un engagement fort des équipes et ça passe par un engagement de l'associé sur les missions qu'il fait. Donc, l'associé, il est dans la salle projet régulièrement. Il est aussi sur le site avec les clients. Et donc ça, c'est une particularité de 8, c'est voilà, les associés sont sur le terrain, on est sur la balle. Et ça nous différencie aussi des autres cabinets. Ensuite, sur la partie de l'entrepreneuriat, donc moi vraiment l'entrepreneuriat c'est 2 images. La première, c'est aujourd'hui on propose à nos consultants ce qu'on appelle des majeurs. Donc les majeurs, c'est des projets en interne où volontairement ils vont s'investir dans un sujet et c'est ce qu'on leur demande, c'est de s'investir dans le développement du cabinet. Et ça va être écrire un article, créer un club de passionnés autour d'un sport. Hein. Ça peut être aussi avoir une approche sectorielle en développant des connaissances sur un sujet. Et ensuite, le deuxième exemple que j'ai en tête, c'est un ami de promotion, camarade chez 8 Advisory, qui était directeur et qui est parti ouvrir le bureau de Marseille. Donc, c'est monter une équipe, trouver des locaux, ouvrir des clients. Donc, il venait de cette région-là, historiquement. Et donc, il est passé associé en décembre dernier. Donc, voilà, c'est typiquement le type d'aventure 8 Advisory. C'est un homme, une femme, un projet, une confiance. Et là, c'est parti pour développer une aventure qui va être extraordinaire à Marseille.
Ouais, c'est le genre de choses que tu peux pas retrouver dans un Big Four. Et c'est ce qui t'a intéressé, j'imagine, quand tu as voulu rejoindre l'aventure Eight Advisory. Oui, tout à fait. Et donc sur la dernière valeur, donc sur le respect. Donc le respect, bon, condition indispensable pour pouvoir travailler ensemble. Je dirais qu'en interne, on prône la transparence, c'est-à-dire que les bureaux des associés sont ouverts. On peut poser des questions aux associés, les associés sont accessibles, les fondateurs également ont leur bureau ouvert. Et après, à titre vraiment très concret, on a ce qu'on appelle un baromètre RH. Donc tous les mois, on envoie la possibilité aux consultants de pouvoir poser des questions aux associés. Et chaque mois, on répond à ces questions de manière méthodique pour pouvoir apporter des réponses à des sujets nouveaux qu'on peut vivre aujourd'hui. Alors, du coup, on va revenir sur le début de ton parcours chez Eight Advisory. Il y a la culture de l'entreprise Eight Advisory qui est importante. Il y a les valeurs, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi c'est important pour toi? D'abord, quand tu as rejoint le cabinet, ensuite, quand tu y as évolué au fil des années. Je dirais que, pour le dire de manière un peu simple, hein, le conseil, ça reste des hommes et des femmes pour résoudre un problème. Et le livrable filable, c'est un Excel et un PowerPoint. Donc, ça suffit pas pour faire un projet. C'est un peu réducteur de le voir comme ça. Donc, la culture fait que tu fédères une manière d'aborder des sujets, une manière de travailler ensemble, et ça, c'est capital. Et moi, la culture chez Eight Advisory, c'est ce qui m'a fait revenir du corporate vers le conseil. Et à ce moment-là, j'avais le choix de choisir différents types de conseils. Et donc, il faut toujours choisir un cabinet de conseil pour sa culture. Je pense que c'est vraiment indispensable parce que c'est pas comme une autre société dans l'agroalimentaire où les gens se rassemblent autour d'un produit comme le fromage, le lait. Ben voilà, ça rassemble tout le monde. Ouais, tu peux pas rassembler autour d'un Excel et d'un PowerPoint, ça ne marche pas. Donc, tu as cette culture qui nous rassemble. Et aujourd'hui, chez Eight Advisory, il y a ce vrai attachement avec un turnover qui est un peu plus bas, avec des associés qui sont là depuis la création, qui sont pas partis. Et donc, cette culture-là, elle est vraiment assez spéciale chez Eight Advisory. Alors, j'ai parlé du chapitre 2 de ton histoire, c'est le début de carrière chez Eight Advisory. On peut le séparer en deux sous-chapitres. Il y a 2012-2016 où tu débutes ta carrière au sein du cabinet et tu exerces différents métiers, tu en as parlé. Il y a le TS, Transaction Services, il y a le restructuring et il y a les métiers autour des litiges, donc litigations. Est-ce que c'était une volonté de ta part de découvrir différentes pratiques, différentes activités, ou est-ce que c'est simplement le passage obligé de tout junior qui rejoint le cabinet? Alors, effectivement, c'était un choix. C'est-à-dire que Eight Advisory propose cette variété. C'était un choix parce que j'avais vraiment envie de découvrir une palette large de métiers. C'est intéressant à plusieurs titres. C'est-à-dire que quand tu deviens manager ou senior manager sur des dossiers, quand ils sont complexes, ça devient rapidement au carrefour de plusieurs expertises. Tu vas te retrouver à faire du transaction services pour une société qui est en sous-performance. Donc là, tu vas commencer à toucher du restructuring. En restructuring, c'est assez fréquent d'avoir un litige avec un client majeur ou un fournisseur. Donc tu vas avoir des réflexes autour de ces sujets-là. Donc vraiment, voilà, de pouvoir vivre différentes expériences, c'est très il y a des connexions entre chaque métier. Exactement. Tu peux nous décrire peut-être ces trois grands métiers. Alors, restructuring, on va en parler après, mais rappelle-nous ce que c'est concrètement l'ETS et une mission peut-être que tu as réalisée quand tu étais junior chez Eight et le litigation qui est un peu moins connu d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc le transaction services, hein, l'idée c'est de faire des due diligence, soit à l'achat ou soit à la vente pour des investisseurs. Donc l'idée c'est de scanner une société de A à Z pour identifier ses forces et ses faiblesses et ça permet ensuite une valorisation financière de la société. Quelque part, tu es le détective pour chercher les indices pour aider l'investisseur à savoir si c'est un bon investissement ou s'il préfère ne pas y aller. Ouais, ça se fait toujours du coup dans un cadre transactionnel. Exactement. C'est finalement un service de conseil purement financier dans le cadre d'une opération M&A, soit à la vente, soit à l'achat. Exactement. À la fin, la finalité, hein, c'est un EBITDA et c'est une dette nette. Ces deux éléments-là ajustés. Donc ça, c'est le livrable final. Mais pour y arriver, c'est un ensemble d'analyses financières surtout. Mais tu dois aussi prendre en compte des paramètres de marché, des paramètres de concurrents pour essayer à bien apprécier les risques de la société. Quand on est junior, c'est un bon moyen d'augmenter ses connaissances en comptabilité quand même assez vite. Effectivement, je trouve que voilà, le conseil financier, le corporate finance, c'est une bonne manière de comprendre la société de A à Z grâce à la revue globale des états financiers. Et c'est une bonne marche pour rentrer dans le monde professionnel. Alors, le litigation, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là, pour le coup, c'est quand même assez peu connu. On n'en parle pas beaucoup. Et il n'y a pas énormément d'acteurs finalement sur ce métier. Donc, est-ce que tu as un exemple concret de mission que tu as réalisé? Non, tout à fait. Hein, sur le litigation, je pense que c'est vraiment intéressant d'en parler. Souvent, je fais ce parallèle-là pour les personnes qui connaissent moins le litigation. Donc, si tu veux, tu as le transaction services où tu es le bras armé financier, soit du M&A, soit d'un investisseur. Ce qu'il faut se dire, c'est que le litigation, tu es le bras armé de l'avocat. Sur un sujet de droit des affaires, où tu vas venir chiffrer le préjudice, l'argumenter pour que l'avocat, lui, puisse
plaider cette cause auprès d'un tribunal ou dans une négociation. Donc voilà, tu vas être la partie financière d'évaluer un préjudice. Et moi, de manière spécifique, j'avais évalué le préjudice d'un retard de chantier. Donc là, tu vas calculer dans le détail toutes les pénalités d'un retard de chantier et expliquer les raisons qui ont amené à ça pour pouvoir fournir un argumentaire à l'avocat qui va utiliser tes analyses financières pour plaider la cause de son client. Alors le sous-chapitre 2, c'est 2016-2019. Et là, tu es promu manager au sein de Height Advisory. Et c'est à ce moment-là que tu te spécialises en restructuring. Alors le restructuring, c'est un métier qui existe depuis longtemps, évidemment, mais qui se développe assez rapidement depuis quelques années. Pourquoi? Pour différentes raisons. On va en reparler, mais on a l'impact du remboursement des PGE, ces fameux prêts garantis par l'État accordés aux entreprises en difficulté pendant la crise du Covid-19. On a les tensions géopolitiques avec la guerre en Ukraine qui rend certaines opérations difficiles pour les entreprises. Et on a aussi le durcissement des conditions de financement qui, là aussi, peut causer des problèmes. Donc concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer le plus simplement possible en quoi ça consiste, le restructuring chez Height Advisory? Non, effectivement, le restructuring est passé un peu sous ce qu'on appelle sur les feux de la rampe. On en parle de plus en plus, surtout après le Covid. Et une pédagogie, c'est repris aussi dans les journaux, on en parle plus, qu'est-ce que c'est. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir élargir aussi la base de recrutement lié au restructuring, parce que peu de gens le connaissent. Et moi, je le connaissais pas en école de commerce, je l'ai découvert chez Height Advisory. Ouais. Et assez rapidement, ça m'a passionné, comme tu as pu le voir. Donc le restructuring, c'est accompagner des dirigeants et des investisseurs face à un défi opérationnel et stratégique majeur. Donc voilà. Et l'objectif après, c'est que le dirigeant, l'investisseur, il va s'entourer d'experts pour bâtir un plan de retournement, un plan de sauvegarde de l'entreprise. Et donc ces différents experts, ça va être des avocats sur la partie du droit des affaires, du droit social, ça va être des mandataires, des administrateurs judiciaires, parce que les entreprises en difficulté sont très encadrées par la loi. Ça va être également un conseil stratégique, un conseil opérationnel, un conseil financier pour pouvoir définir et bâtir le plan de retournement. Le restructuring chez Height, et nous sommes leaders sur ces marchés-là, c'est la partie du conseil financier. Le conseil financier, il va estimer le besoin de financement qui sera nécessaire pour remettre l'entreprise à flot et également travailler avec les banques pour établir la meilleure, on va dire, équation financière. Ensuite, le conseil stratégique et opérationnel, lui, va s'occuper d'identifier et de chiffrer et d'exécuter les initiatives qui permettent à l'entreprise de revenir de nouveau rentable. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est partager une tranche de vie avec un dirigeant sur une phase assez intense à élaborer et mettre en place le plan de retournement de l'entreprise. Et c'est à deux titres, c'est à la fois sauvegarder l'entreprise, la protéger à très court terme, et en même temps la rendre de nouveau rentable pour la relancer de manière pérenne pour son activité. Alors c'est intense, mais c'est aussi difficile. Tu interviens à des moments qui sont compliqués pour le dirigeant. Est-ce qu'il n'y a pas une charge émotionnelle super forte quand tu interviens sur ces missions-là? Comment tu gères ça? En fait, c'est vrai que même le mot restructuring, c'est une traduction assez anglaise d'une situation qui est parfois très, très connotée de manière très négative. Moi, je le vois complètement à l'inverse. Et c'est aussi pareil pour le mot PSE, parfois qui est venu une traduction très négative, mais un PSE, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, en fait, tu es là pour sauvegarder le maximum d'emplois. Et donc, c'est un peu la même chose avec le restructuring. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me passionne, c'est de dire le jour 1 de la mission, tu es généralement dans le bureau du directeur général, tu lui serres la main. Il y a tout de suite une relation de confiance qui se crée parce qu'il y a une notion d'urgence. Et c'est au contraire un monde très humain où pour justement arriver à gérer cette charge émotionnelle, tout de suite il y a une confiance qui se crée et c'est assez apaisé finalement dans cette tempête, même si bien sûr tu peux t'en douter, il y a des frottements, des négociations qui sont dures, mais globalement c'est pas l'excitation ou l'inconnu, justement c'est plutôt sereinement que tu vas essayer d'aborder les choses et c'est cette confiance que tu crées qui est capitale au début de la mission. Est-ce que ça te va si je fais le parallèle avec le médecin qui, rencontre un patient qui est un peu malade? L'entreprise, elle n'est pas au top de sa forme. Et puis toi, ton travail, c'est finalement d'identifier les problèmes et puis de faire en sorte que ça aille mieux avec des traitements, en fait, dans différentes expertises financières, juridiques, stratégiques, comme tu l'as mentionné. Non, tout à fait. Parfois, on se caractérise comme les urgentistes des entreprises. Moi, c'est ce que j'explique aussi à mes enfants, si je dois leur expliquer de manière simple mon métier. Mais effectivement, il y a cette notion d'urgence, il y a cette notion de confiance. Et effectivement, il faut démystifier le restructuring dans ces aspects qui peuvent paraître parfois négatifs. Et justement, un des acteurs que j'ai pas cité tout à l'heure, c'est la communication de crise. Les dirigeants se font entourer par des communications de crise pour pouvoir justement faire en sorte que ce bad buzz autour d'une entreprise en difficulté. Et en France, il y a une notion
de la difficulté et de l'échec qui est très mal perçu. C'est pas vrai dans d'autres pays. Et donc, ça peut créer aussi des pertes de clients, des pertes de confiance dans les fournisseurs. Donc, on travaille aussi avec des communicants de crise, l'image autour de ça. On anticipe les communications et on prévient les clients, les fournisseurs qu'un événement peut se passer pour leur garantir une permanence de paiement, une permanence de commande, qui ne pensent pas que on va dire, l'activité s'arrête du jour au lendemain quand ils entendent redressement judiciaire ou renégociation de dette. On essaie de maîtriser cette communication. Chapitre 3 de ton parcours, Luc. En 2019, tu démarres une nouvelle page de ton histoire. Tu quittes le conseil et Height Advisory et tu rejoins un corporate, l'entreprise Sodial, le groupe Sodial, qui est en fait un groupe coopératif laitier français. Pourquoi ? Non, effectivement, dans les missions que j'ai pu réaliser j'ai toujours levé la main pour des missions qui étaient longues, des missions chez le client, parce que j'avais ce goût d'aller sur site. Et à force d'être chez le client, d'être sur site, j'avais vraiment envie de sauter de l'autre côté de la barrière. Moi, rester plus de quelques jours dans le 8e arrondissement, j'ai vite déformé dans les jambes, comme j'ai pu l'expliquer au début. Et donc, à ce moment-là, chez Height Advisory, j'étais en train de transférer vers la transformation. Et au même moment, j'ai eu l'opportunité pour faire un plan de transformation de l'intérieur. Et là, je me suis dit, c'est génial. Je saute, comme ça, j'aurais vécu ça réellement de l'intérieur. C'est eux qui sont venus te chercher ou... Oui, tout à fait. Ouais, c'est un coup de fil entrant. J'ai regardé le sujet. Ouais. En fait, c'était un plan de transformation. Donc, pour t'expliquer le contexte, donc le groupe Sodial avait besoin de faire des investissements significatifs pour être au niveau de compétitivité. Et donc, pour cela, il lance un plan de performance, un plan sur 3 ans. Donc, moi, mon rôle, c'était, comme responsable de la transformation, c'était d'identifier et de mettre en place des initiatives avec les équipes sur divers sujets. Et c'est ça qui m'a passionné, c'est de pouvoir le faire de l'intérieur avec des équipes sur un secteur d'activité, l'agroalimentaire, que je trouve passionnant. Alors du coup, pendant cette période, tu as exercé sur 2 postes. Tu as d'abord effectivement rejoint les équipes transformation du groupe entre 2019 et 2020. Et tu as ensuite été directeur de cabinet, ce qu'on appelle Chief of Staff aussi, aujourd'hui en anglais, du CEO de Candia. Candia qui est l'une des filiales du groupe Sodial. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 expériences et quelles étaient tes missions à chaque fois ? Non, effectivement, dans la première phase du projet, donc j'étais au niveau ce qu'on appelle de la holding, du groupe, détaché à la direction des achats. Donc la direction des achats, c'est 1 milliard de dépenses, 15 personnes, avec des catégories d'achats à optimiser, à générer de la valeur. Et donc ça allait des ingrédients aux emballages, acheter de la logistique, de la prestation, des achats CAPEX, des achats d'énergie. Donc vraiment passionnant de travailler côte à côte d'acheteurs et comprendre ce qu'ils achètent et les leviers de négociation, les leviers de performance que tu peux générer. Ensuite, je suis allé directement en filiale, donc chez Candia, où j'ai été responsable de la transformation pour toute cette business unit sur des thématiques procurement, supply chain et également manufacturing. Donc, il y a 7 usines de lait, de beurre et de crème. Donc, voilà, passionnant de pouvoir aller sur le terrain en usine et d'apporter mon aide, ce qu'on appelait aux responsables de performance dans les usines, sur des Là, on est sujets. vraiment dans l'opérationnel. Hein. Là, on met les mains dans le cambouis, on n'est plus dans le 8e arrondissement, quoi. Exactement. Donc là, je me sortais de mieux en mieux. Non, et c'est vraiment passionnant voilà, de travailler la matière. C'est-à-dire que dans une coopérative, dans le monde agricole, une grande part de ta dépense, c'est la matière. C'est de l'or à leur niveau. Et donc, voilà, on a travaillé toute cette notion de performance dans les usines. Donc ça, c'était dans le cadre pendant 1 an. Et la dernière année de ma séquence chez Sodial, donc c'était Chief of Staff, chargé de cabinet pour le CEO. Donc là, ça va être... l'idée, c'est de faire partie du membre du comité de direction et puis d'apporter ton aide sur des sujets du quotidien qui peuvent tomber pour le CEO. Donc ça peut aller de l'écriture du discours de la nouvelle année à participer au lancement d'une nouvelle gamme de produits, étudier la fermeture potentiellement d'un site industriel ou alors au contraire de l'augmentation de capacité sur certains sites. Donc voilà, c'est des sujets stratégiques d'un comité de direction qui a besoin parfois de cette coordination au niveau du comité de direction et également avec des N-1 et N-2 dans l'entreprise. Il y a un petit rôle de consultant interne finalement dans le Chief of Staff. Exactement, et c'est mon expérience entreprise, j'ai jamais vraiment quitté ce rôle de consultant, comme tu peux le voir. Donc il y avait du management fonctionnel, l'idée voilà, c'est de pouvoir être dans l'entreprise et d'être une notion de coordination, d'accélérateur au sein de l'entreprise sur une période longue, ce qui permet aussi d'avoir une légitimité et puis d'aller au bout de l'exécution de certains projets. Ce qui peut aller jusqu'à la qualité, jusqu'au système d'information, jusqu'à la supply chain. Voilà, ce dernier cran opérationnel que tu ne vois pas quand tu es consultant, parce que généralement, tu t'arrêtes un peu plus tôt dans la phase d'exécution d'un projet. Alors, fort de cette expérience, pourquoi, à ton avis, c'est important d'être passé en corporate à un moment de ta carrière ?
Alors moi, cette expérience-là, elle est vraiment fondatrice, hein. Alors, la première chose, c'est qu'elle m'a convaincu aussi dans le rôle dans lequel je m'épanouissais, qui est le conseil. Le conseil, c'est un mode de travail qui est assez particulier, c'est-à-dire c'est un mode assez unique, c'est tu travailles en équipe projet, en temps court, avec un impact rapide chez ton client. Et donc, cette expérience en corporate-là m'a convaincu que c'était ça que je préférais faire. Et ensuite, aujourd'hui, quand je vais chez un client, je regarde plus la mission de la même manière. Et je me pose toujours la question, est-ce que ça va être actionnable, ma recommandation? Et ça, à deux titres, pour moi, c'est vraiment deux thèmes. Le premier, c'est la communication interne. Quand tu es un consultant, tu as besoin de convaincre 10 à 20 personnes que le plan, c'est le meilleur et qu'il faut y aller. Et puis d'ailleurs, on l'a bâti ensemble. Quand tu es en entreprise, tu as besoin de convaincre la centaine, la millier de collaborateurs que c'est ce plan qu'il faut mettre en œuvre. Donc, tu as un besoin de pédagogie et d'expliquer le projet de manière engageante et actionnable pour l'ensemble des salariés. Et donc, nous, dans nos missions, quand on fait des plans de retournement, quand on fait des plans de relance, on veille à illustrer de manière parlante et engageante la synthèse du plan qui peut parfois être une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'initiatives. Mais au final, il faut pouvoir l'expliquer simplement et de manière engageante pour que la société se mette en mouvement. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, je dirais que le deuxième élément, c'est une notion de passage de relais. C'est-à-dire que le conseil, sur une période courte, c'est une accélération de valeur. Il faut absolument avoir une équipe projet avant, côté client, et une équipe projet après. Sinon, tu te retrouves vite avec un pavé de slides que tu mets sur le côté du bureau et puis qu'après, tu termines à la poubelle. Et donc, l'idée, voilà, c'est moi, ce qu'on construit aujourd'hui avec nos clients, c'est la préparation de nos interventions. Et on prépare aussi la montée en puissance de l'équipe projet qui exécutera le projet. Donc, soit on les forme à grandir en maturité sur la conduite de ce type de projet, ou alors on participe au recrutement en externe de quelqu'un qui arrivera à la fin du projet pour pouvoir le déployer avec l'idée de maintenir ce rythme, d'où le passage de relais qui est extrêmement important si la mission de conseil doit apporter une valeur à la société. Alors, chapitre 4 de ton parcours, c'est le retour chez Eight Advisory. On est en 2021, tu réintègres le cabinet en tant que directeur dans l'équipe stratégie et opération. Même question à chaque fois. Pourquoi ce retour? Non, effectivement, je pense que mes années de conseil ont été un moment très fort. L'expérience corporate m'a permis de comparer par rapport au conseil ce que c'était. Moi, je m'étais dit dans ma tête, je me donne 2 à 3 ans en entreprise pour pouvoir vivre l'expérience à fond. Et dans ma tête, je m'étais dit, il y a 50% de chances que je vienne en conseil et 25% chez Eight Advisory. Je m'étais dit ça. Bon, je m'étais pas trompé. Et pourquoi ça? C'est parce que j'étais convaincu que l'expérience corporate allait m'apporter quelque chose. J'étais pas convaincu que c'était le rythme qui allait m'épanouir sur les années d'après. Et mon retour en conseil, comme je te disais, je pense que j'étais très attaché à la culture Eight Advisory qui me correspond tout à fait, les valeurs, la manière de fonctionner. Donc ça cochait cette case. Et ensuite, le conseil te manquait trop. Et le conseil me manquait. Donc la culture Eight me correspondait. Et puis après, ce qui est très important dans le conseil, c'est pour moi, pour s'épanouir de conseil, il faut choisir deux choses. C'est-à-dire la bonne culture de ton cabinet, parce que les cultures de cabinet sont différentes, donc il faut que ça te corresponde. Et la deuxième, c'est le positionnement métier. C'est-à-dire, comme tu peux le voir, il y a différents conseils et c'est pas les mêmes conseils d'un point de vue financier, opérationnel, stratégique et même un conseil en stratégie, selon les cabinets, ils le font différemment. Et moi, ce qui me plaisait chez Eight, justement, c'est cette capacité à faire stratégie et opération. Donc, nous, on a 3 piliers, manière d'intervenir. C'est on fait un mix équilibré entre de la stratégie, des opérations et une connexion, on va dire, à la finance. Et donc voilà, c'est ce mix-là avec cet aspect opérationnel. Moi, c'est le métier que je fais aujourd'hui. C'est à la fois un métier avec des notions stratégiques, opérationnelles, et en même temps, on va chez les clients, on va sur le terrain. Donc moi, je passe la plupart du temps de ma semaine chez les clients. C'est là où je me sens bien. Et en même temps, ce type de conseil-là aussi, on le fait avec l'impact financier pour pas rester déconnecté d'un rendez-vous avec un actionnaire, avec une banque et d'avoir des plans qui sont aussi redevables en termes quantificatifs. Alors on va revenir sur les principales activités de l'équipe stratégie et opération. Avant ça, on termine un petit peu ton histoire, en tout cas aujourd'hui. En janvier 2024, tu es promu associé au sein du cabinet Eight Advisory. Donc d'abord, félicitations pour cette promotion qui est assez récente, puisque ça date de quelques mois. Et cette nomination, elle comporte aussi une dimension symbolique pour Eight Advisory. Pourquoi? Parce que tu es le 100e associé du cabinet. Et à la fois, tu es aussi le premier à être nommé associé en ayant démarré analyste. En fait, tu as un peu bouclé la boucle de l'évolution chez Eight Advisory. C'est un bon signal, ça, pour les jeunes qui rejoignent le cabinet aujourd'hui ou qui veulent le rejoindre.
Non, effectivement, c'est une belle étape. Ça montre que le modèle 8 fonctionne en termes de promotion interne à partir du moment où on embauche des analystes. Et moi, ce que je me dis avant tout, c'est maintenant, c'est à mon tour, jeune partenaire, de faire ce parcours pour des consultants. Et c'est ça, cette bascule aussi quand tu passes associé, c'est de pouvoir, on va dire, faire monter avec toi des plus jeunes générations jusqu'au grade d'associé. Et donc là, c'est assez sympathique là de créer ces binômes avec des consultants que je commence à aussi avoir aujourd'hui pour les tirer vers cette croissance-là. C'était quoi les grandes étapes en fait en termes d'évolution et des grades? Comment ça se passe en fait le partnership? Est-ce qu'il y a un vote des associés? Enfin, est-ce que c'était prévu? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Ouais, en fait, effectivement, pour passer associé donc, chez Elite Advisory, c'est une cooptation, donc il y a un vote des associés. Et ce passage-là, tu le fais autour ce qu'on appelle d'un business case, d'un projet entrepreneurial. Donc, je te racontais l'aventure entrepreneuriale d'un de mes collègues à Marseille. Donc, ce projet entrepreneurial, tu le montes avec les associés qui sont en place et ils t'aident à construire cette approche commerciale et de sujet. Et donc, moi, me concernant, ça se concentre sur les plans de relance des sociétés qui font face à des défis opérationnels et stratégiques. Ça mélange mon parcours à la fois financier en restructuring et stratégique et opérationnel dans une entreprise. Ces deux-là cumulés, ça me rend pertinent sur des sujets de plan de relance auprès des dirigeants. Et donc après, voilà, la sauce monte avec les discussions que tu peux avoir avec les différents associés. Et puis après, il y a une cérémonie, une soutenance. Et après, là, tu as le vote à la fin. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton équipe? Alors, c'est l'équipe stratégie et opération. Deux questions. La première, quelles sont les principales activités de l'équipe? Et deuxièmement, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de mission récente pour chaque activité? Alors, stratégie opération, en quelques chiffres, c'est une quinzaine d'associés, c'est 150 consultants. On a une empreinte géographique en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse. On intervient principalement sur 3 types de situations. La première, c'est tout ce qui tourne autour de la stratégie et l'exécution des deals. L'idée, c'est de créer le maximum de valeur sur une opération M&A. Et donc là, on va être sur les sujets de due diligence stratégique, due diligence commerciale, opérationnelle. On va être sur les enjeux complexes de carve-out. On va être sur les enjeux complexes de PMI. On va estimer aussi des synergies. Deuxième type de situation, c'est stratégie et transformation. Donc là, c'est des sociétés qui se portent bien et qui veulent être les meilleures. Donc là, on va être sur des plans de création de valeur avec un axe fonctionnel très fort. On va être sur la performance commerciale, on va être sur la performance supply chain, la performance industrielle. Et ensuite, troisième type de pilier, c'est tout ce qui tourne autour du retournement et de la restructuration, dans lequel l'idée, c'est d'établir des plans de relance pour des entreprises qui font face à des défis majeurs. Et moi, je suis particulièrement dans ce pôle-là. Alors, quelques exemples concrets de missions. Alors sur la partie deal, un exemple concret, ça a été dans l'actualité, on a travaillé pour les investisseurs 3F dans le rachat potentiel de Casino. Donc on les a accompagnés sur l'élaboration de leur plan stratégique. Ça, c'est un exemple pour la partie deal. Pour la partie stratégie et transformation, on a accompagné 2 sociétés au lancement de nouvelles activités ou au lancement de nouveaux produits. Donc ça peut être par exemple dans les jeux en ligne récemment ou un équipementier sportif sur lequel en fait tu viens générer un levier de croissance. Donc, tu pars de zéro et tu te dis, voilà, comment je vais développer une nouvelle activité? Aujourd'hui, les entreprises recherchent des nouveaux leviers de croissance pour pérenniser leur rentabilité. Et ensuite, sur le troisième pilier, alors par nature, les projets sont confidentiels dans le retournement et dans la restructuration. Donc, je vais plutôt te parler de secteurs aujourd'hui dans lesquels on intervient particulièrement. Donc, aujourd'hui, on intervient particulièrement dans le retail, notamment textile, sur lequel on fait beaucoup de plans de retournement. Il y a le secteur de l'immobilier qui est touché aussi depuis plusieurs mois. Et également celui de la tech, avec la hausse des taux d'intérêt. Les financements sont aussi plus compliqués. Et donc, aujourd'hui, les sociétés dans la tech font cette bascule vers la rentabilité ou essaient de trouver le meilleur équilibre entre croissance et rentabilité. Sur le deuxième pilier, ça ressemble un petit peu à ce que pourrait faire un cabinet de conseil en stratégie axé sur la croissance. Vous avez annoncé récemment l'acquisition de Mawenzi Partners, qui est un cabinet de conseil en strat et organisation axée sur effectivement ces top lines et cette croissance. C'est quoi la stratégie derrière? Vous allez intégrer les équipes, elles vont rejoindre du coup cette division de Head Advisory ou ça va rester indépendant? Non, tout à fait. C'est effectivement dans cette approche entrepreneuriale et advisory. Donc, on regarde des opportunités de croissance externe. Et donc, Mawenzi sera intégré dans cette practice stratégie opération en rajoutant cette brique, ce qu'on appelle la growth strategy, où ils ont vraiment une expertise sur la top line. Sur la croissance des revenus. Exactement. Et donc, ce sera très complémentaire. On fera une intégration qui sera progressive. L'idée, c'est de profiter du meilleur des deux mondes entre ces deux expertises.
Alors, justement, je vais poser quelques questions sur le métier de consultant. Comment tu définirais, toi, aujourd'hui, le bon consultant en 2024 et Euh, son rôle auprès du client? Non, effectivement, un consultant, moi j'ai en tête plusieurs idées. Le premier, c'est un catalyseur, c'est-à-dire la notion, c'est un accélérateur sur un temps court. Donc les sociétés, pour y avoir vécu 3 ans, il y a parfois un temps long qui peut s'installer, une certaine routine. Donc il y a cette besoin d'accélération pour pouvoir terminer un projet. Le deuxième, c'est vraiment la notion d'identifier de nouveaux leviers et d'être force de proposition. Aussi pour pouvoir donner un regard extérieur. Ça nous a souvent demandé, dites-nous de manière objective ce que vous pensez de la situation avec ce franc-parler. Ça nous est beaucoup demandé. Et le dernier, c'est d'être la chambre de résonance d'un dirigeant. C'est-à-dire un dirigeant, il est parfois un peu seul dans son bureau à essayer de réfléchir à sa stratégie, à comment l'exécuter. Le rôle du consultant, c'est d'aider le dirigeant dans sa réflexion et dans sa mise en œuvre de la stratégie qu'il a pour but. Alors, ça fait maintenant 12 ans que tu évolues dans ce domaine. En quoi ton rôle il a évolué par rapport aux années juniors? Et est-ce que justement ce rôle du consultant, c'est vraiment le même Mm. quand tu commences et quand tu es partner? Non, effectivement, en fait, quand tu démarres ta carrière de consultant, tu es analyste au sein d'une équipe projet. Et aujourd'hui, je suis récemment associé, donc on dit souvent que je suis l'analyste des associés. Donc, pour la petite blague, tu vois, ça n'a pas changé. J'ai toujours le même grade. Mais effectivement, c'est un positionnement qui est très différent. C'est-à-dire, quand tu démarres ta carrière analyste, tu es l'analyse du projet. Donc, tu as un programme assez précis de travail et assez rythmé. Et tu es encadré par un manager, par un senior. Qu'est-ce que tu fais du coup? C'est de l'analyse de chiffres, c'est du travail de production, c'est ça? C'est de l'analyse, effectivement, c'est un trait qui est très analytique, Mm. parce que dans les recommandations qu'on fait, elles doivent être factuelles et basées sur des analyses. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'analyste, de pouvoir analyser une quantité de données assez importante, de les croiser aussi avec des données externes à l'entreprise pour pouvoir proposer des recommandations. Et ensuite, il y a vraiment un travail de binôme entre un analyste, un senior, un analyste, un manager. Il faut vraiment avoir ça comme un travail en équipe et des interactions assez fréquentes. Et ça peut être, tu fais une analyse quelques heures, 1 heure, après tu la proposes, tu la corriges et tu la travailles ensemble pour la faire monter en puissance jusqu'à ce qu'elle puisse être présentée à un dirigeant qui pourra prendre une décision sur cette analyse-là. Et ensuite, le rôle d'associé, il est effectivement différent par rapport à un analyste. Tu vas avoir plusieurs missions en même temps et c'est toi qui vas donner le programme de travail à l'équipe pour pouvoir garantir la méthode et puis le fait de pouvoir livrer le produit attendu dans les temps impartis. Mais le rôle de l'associé va au-delà de la mission. Tu vas aussi garantir que la mission, elle s'intègre dans le projet global de l'entreprise, ce qui veut dire peut-être aller voir les actionnaires, faire le lien avec l'avocat, aller voir le banquier d'affaires s'il y a un sujet de M&A ou tout simplement aider le dirigeant sur une problématique concrète. Généralement, ça peut être je cherche à recruter tel poste dans l'entreprise, est-ce que tu peux m'aider à y trouver, ou une mise en relation avec une expertise. Donc l'idée, c'est d'accompagner le dirigeant au quotidien dans ce à quoi il peut être confronté. Le métier du conseil évolue. Luc, en quoi les attentes des clients ont-elles évolué entre tes débuts et aujourd'hui? Et aussi en quoi les attentes des jeunes consultants qui rejoignent les cabinets comme Head Advisory sont-elles modifiées par rapport à ton début de carrière? Alors je dirais que au niveau externe, les clients, ma perception, c'est qu'ils attendent des missions de plus en plus actionnables, de plus en plus concrètes. Et ça rejoint le passage de relais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients n'acceptent plus la mission en chambre, Mmh. imposée à ses Mmh. clients avec un rapport de 400 pages. Aujourd'hui, la demande, c'est que ça soit co-construit et puis que ça soit actionnable. Donc ça, c'est vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à ça. Et on voit aussi les investisseurs s'équiper d'équipes opérationnelles, on voit les clients aussi s'équiper d'équipes opérationnelles. Le temps de la transformation est plus court, on a besoin de réagir plus rapidement, donc place à l'exécution. Ensuite, d'un point de vue interne, je trouve ce qui a pu changer pour les consultants, c'est une demande de travail avec un peu plus de flexibilité sur les horaires, sur les lieux. Et donc ça, c'est aussi possible avec les nouvelles technologies. Donc ça, on doit aussi s'y adapter et accompagner ce changement. C'est beaucoup lié au Covid-19, ça. Il y a eu une rupture, en fait, dans la manière de travailler des juniors à ce moment-là, où c'était plus progressif au fur et à mesure de tes années, toi, chez Eight. Non, je pense que le Covid a accéléré ça, mais Une tendance déjà sous-jacente. c'était quelque chose vers lequel on allait, peut-être un besoin sur une journée, faire une pause pour aller faire du sport, puis après reprendre le travail.
dire voilà, là j'ai une contrainte. Là il y a plus il y a davantage cette flexibilité, cette compréhension et qui est pour moi bien normale, qu'il y avait à mon début de carrière. Il faut accompagner ce mouvement et en conseil il y a cette particularité où c'est un travail en équipe projet. Donc, il y a besoin d'une coordination assez forte en fonction des contraintes et des obligations des autres. Mais ça se gère très bien. C'est notamment pour ça que tu es une équipe projet, tu as plusieurs. Et donc, tu peux aussi avoir un moment donné où quelqu'un peut aussi prendre un peu la charge d'un autre et vice-versa pour qu'au final, l'équilibre de charge de travail dans l'équipe fonctionne bien. Alors, j'aimerais te poser quelques questions sur le recrutement, puisque c'est un sujet qui, comme tu t'en doutes, intéresse beaucoup notre audience. Height Advisory est assez connu maintenant, hein. Il y a une croissance forte du cabinet et une marque employeur qui se développe. Et vous devez recevoir, j'imagine, des centaines, voire des milliers de candidatures chaque année pour des postes à la fois de stagiaires et de CDI. Comment sélectionner les meilleures candidatures? Alors, je vais pas revenir sur la partie du parcours académique, du parcours professionnel. Je pense que ça, les candidats aujourd'hui sont bien conscients qu'il faut avoir le meilleur parcours professionnel académique. Mais Height Advisory regarde ça. Mais nous, on va surtout regarder des candidats qui sont très motivés par notre ADN particulier, qui est l'ADN de Height Advisory. Et pour ça, il y a une bonne manière de le faire. Donc, chez Height, il y a beaucoup de cooptation dans le recrutement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de consultants qui nous recommandent des profils. Et donc moi, je conseille aux étudiants qui veulent candidater chez Height Advisory de trouver des portes d'entrée par des amis d'amis, par des anciens de l'école, ou tout simplement de contacter en direct sur LinkedIn pour comprendre comment fonctionne Height, qu'est-ce que font les candidats. Ça, c'est vraiment différenciant dans les entretiens, la démarche de renseignement et la cooptation. Après, voilà, il y a un CV qui est transmis directement au RH et ça coche encore plus de cases parce qu'on sait que le consultant qui l'a fait s'est engagé aussi sur, on va dire, un fit potentiel de culture et d'ADN. Ça n'empêche aussi que, bien sûr, on reçoit aussi des candidats qui n'ont pas été cooptés, bien sûr. Mais voilà, il y a cet engagement à faire qui est pour moi la meilleure manière de recruter, c'est de s'assurer qu'il y a une correspondance entre la culture de la société et la personnalité du candidat. Est-ce que c'est important de démontrer sa motivation pour une équipe en particulier ou pour une activité du cabinet? Ou est-ce qu'on peut juste dire, moi j'ai envie de découvrir plusieurs métiers et Height Advisory va me le permettre, donc c'est intéressant aussi pour ça? Je pense que aujourd'hui, il y a des fondamentaux de type de mission, c'est-à-dire que les gens qui veulent faire de litigation, souvent, ont quand même un background plus juridique, les gens qui veulent faire du conseil financier, plus financier. C'est pas les mêmes profils. Donc, les gens vont orienter leur candidature, mais j'ai déjà vu, et ça se fait très bien de faire ça, un premier tour avec un RH, et après de pouvoir aiguiller dans tel et tel service, dans quel et tel parcours. Ça, c'est tout à fait possible. Quels sont tes conseils pour décrocher une offre de stage ou CDI chez Height Advisory? Alors, à la fois pour la candidature, mais on en a un peu parlé, et aussi pour les entretiens avec ces parties fit et techniques. Alors, sur la partie candidature, donc on en a parlé, moi je privilégie vraiment l'approche directe. Après, l'autre conseil que je peux donner, c'est une candidature multiples canaux, c'est-à-dire si elle se déplace sur l'école, bien sûr participer au forum, jouer aussi la candidature spontanée en même temps que la recommandation. Voilà, il faut jouer vraiment sur tous les tableaux de candidature au même moment, parce que c'est la meilleure manière après d'être sélectionné. Ensuite, sur le process de recrutement chez Height Advisory, donc il y a 4 tours chez Height Advisory. Le premier, c'est un tour de fit avec une RH ou avec un associé. Ensuite, il y a 2 tours qui sont des business cases. Et ensuite, il y a un 4e tour qui est un tour également de fit RH avec un associé. Le premier conseil que je donnerais, c'est de se coucher tôt la veille, parce que l'idée, c'est de montrer une très forte motivation en entretien. Et donc pour ça, il faut arriver avec un mental d'acier. Chacun se prépare comme il le souhaite, mais il y a vraiment cette notion de motivation. Avec Training News, c'est encore mieux. Avec Training News, c'est encore mieux. Et je trouve qu'il y a vraiment cette notion de motivation qui est très importante. Et il faut pas la négliger, notamment dans les entretiens de fit et puis aussi dans les entretiens de résolution de cas. Comme je disais, c'est des équipes projets. Donc avant tout, la question que je me pose quand je fais un entretien, c'est est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment l'aspect motivation qui est important. Et ensuite, je dirais aux candidats d'être eux-mêmes. Ça, c'est vrai que on l'oublie un peu. Mais alors moi, ce que je cherche quand je fais un entretien, c'est est-ce que sa personnalité va correspondre à la culture de Height Advisory? Et pour faire ça, j'ai besoin d'un candidat qui se dévoile un peu, qui dit qui il est, ses forces, là où il veut s'améliorer. Par contre, si j'ai un candidat qui ferme un peu cette carte-là, et ben en fait, tu ressens pas la personnalité. Tu peux pas dire est-ce que je me vois travailler avec lui demain ou pas. J'ai pas compris ça. Et on a tous des qualités et puis des axes d'amélioration. Mais si tu donnes pas du relief à ça en entretien, surtout pour l'entretien RH, et ben en fait, tu peux pas projeter le candidat dans un parcours.
Et donc, faut absolument se dire, j'ai pas de défaut. Là, ça marche pas parce que tu sens pas le relief et tu sais pas où tu peux emmener le candidat. Donc ça serait mon conseil pour la partie fit. Tu peux donner un exemple du coup de qualité qui serait bien valorisée chez Advisory et d'axes d'amélioration qui serait intéressant de mentionner pendant l'entretien? Je dirais comme qualité, pour moi, c'est la qualité d'un consultant, et en particulier chez Eight, c'est la curiosité. Ça, pour moi, c'est vraiment important et ça touche par rapport à ce qu'on se disait au fait de faire plusieurs métiers, au fait que quand tu passes manager, senior manager, les dossiers sont complexes et donc tu peux pas te dire, moi, je sais faire du restructuring, je fais que du restructuring. Non, tu vas devoir toucher à d'autres métiers et donc pour ça, la curiosité, c'est la meilleure qualité pour un consultant, notamment quand tu es jeune. Il faut poser des questions, être curieux, se tromper, recommencer. C'est comme ça que tu progresses dans les jeunes années. Ensuite, en termes d'axes d'amélioration, pour moi, tout est sur la table. C'est-à-dire que tous les défauts sont bons à prendre à partir du moment où tu les acceptes et que tu es capable de les formuler avec honnêteté. Donc, il n'y a pas de mauvais, il y a pas de mauvais ou de bons défauts. Et mon conseil, c'est plutôt d'être honnête et de mettre ça sur la table en avant. J'ai besoin de progresser là-dessus, sur la prise de parole, par exemple, ou j'ai besoin de progresser sur être plus synthétique. Mais là, tu sais. Ok, donc tu as besoin de progresser sur la parole. Donc nous, on a aussi des trainings pour ça. Sur le côté synthétique, ça viendra aussi quand tu seras senior, manager. Donc c'est ça qui est important, c'est de ressentir le potentiel du candidat et pour ça, il faut donner du relief. Et sur la partie technique, ce serait quoi tes conseils? Sur la partie technique, effectivement, ça se prépare. Je pense que c'est vraiment important. Moi, ce que je recherche beaucoup sur la partie des analyses, c'est ce que j'appelle le business sense. Donc, pour ça, il faut une partie culture générale et il faut beaucoup lire les journaux économiques. Et prendre du plaisir à ça. Après, chacun utilise le média qu'il veut. Ça peut être vidéo, ça peut être journaux, ça peut être un livre pour pouvoir développer cette culture qui viendra après s'ajouter à des compétences techniques qu'il faut développer. Donc après, à chacun sa méthode sur la partie corporate finance de bien maîtriser les éléments des états financiers, sur la partie, si c'est une partie market sizing, si c'est une partie competitive analysis. Après, il faut rentrer dans des frameworks qu'on connaît tous, mais il faut aussi avoir une capacité à prendre du recul par rapport à ça pour pas appliquer quelque chose de trop systématique. Et nous, chez Eight Advisory, dans les poids de recrutement sur les analystes, effectivement, il y a les business cases, mais je dirais que la part soft skills est vraiment forte parce qu'on considère que les candidats qui postulent chez nous, avec le parcours académique et le parcours professionnel qu'ils ont, ils ont toutes les chances de s'épanouir d'un point de vue du hard skills. Par contre, d'un point de vue soft skills, il faut qu'ils correspondent à nos valeurs qui sont l'entrepreneuriat, l'excellence, le respect. Qui sont nos valeurs et c'est là-dessus qu'il va pouvoir se développer dans les années qui viennent. Alors, si on a réussi l'entretien et qu'on décroche une offre, on démarre en tant que consultant au sein du cabinet. Qu'est-ce que tu attends, toi, des jeunes consultants? Moi, il y a la première chose, c'est une attitude. C'est-à-dire que quand j'ai démarré ma carrière chez Eight Advisory, on me disait l'analyste, c'est celui qui doit avoir l'attitude extrêmement positive dans l'équipe parce que c'est quelque chose que tu peux apporter facilement. C'est-à-dire plutôt de venir avec la banane au travail que plutôt de venir entrer dans des pieds. Ça, c'est la première chose que j'attends d'un analyste, parce que si tu veux travailler avec lui, si tu veux développer quelque chose, il y a vraiment une notion d'attitude. Ensuite, la deuxième, c'est pour créer une confiance qui doit se créer progressivement. Moi, j'appelle ça un peu la confiance des petits pas. Tu vas donner une petite chose à faire, après une chose plus importante et encore plus importante. Et il faut savoir, pour moi, faire des choses simples et rapidement et pas vouloir résoudre le problème de la société sur la première mission, sur la première journée. Donc parfois, moi, ce que je recommande aux analystes, c'est on fait simple. Et simple et bien, c'est déjà suffisant au démarrage. Là, je parle des premières semaines. Hein, et après, ça monte en puissance assez naturellement. Et parfois, il y a des analystes qui veulent faire le grand saut pour faire l'analyse de la mission. Et ça, c'est là où ils se mettent en difficulté parce qu'ils ont voulu faire une marche trop importante, alors que le conseil, c'est assez progressif. C'est pour ça qu'il y a ces grades, il y a ces formations. Et donc, il faut respecter ce temps-là et pas vouloir brûler les étapes au début de la carrière d'analyste. D'ailleurs, dans les grades à l'évolution, on n'en a pas parlé, mais je l'aborde maintenant. Est-ce qu'il y a une spécialisation sectorielle chez Eight Advisory ou est-ce que c'est que au niveau du métier? Alors, on est en train de développer nos expertises sectorielles. C'est une notion de taille aussi. Donc, à partir du grade, je dirais, de manager ou senior manager, tu vas répéter des mêmes missions dans les mêmes secteurs. Et ensuite, par rapport à ce qu'on disait au début des majeurs, c'est-à-dire que les consultants lèvent la main pour se dire, moi, je suis plus intéressé par le retail, je suis plus intéressé par le food and beverage ou par le healthcare. Et ça, assez rapidement, tu peux te mettre dedans. Mais ça va te donner ce que nous, on appelle une coloration. C'est-à-dire que tu vas être rappelé pour des missions retail, tu vas être rappelé pour des missions healthcare, mais ça va pas t'enfermer en termes de secteur. Et je pense que ça n'a d'intérêt qu'assez tardivement de se spécialiser sur un secteur.
Parce qu'après, on l'a vu aussi sur les métiers, c'est pareil pour les secteurs. Les secteurs sont connectés les uns aux autres. T'as pas spécifiquement quelqu'un qui fait que du retail. Il va un peu parfois toucher à un autre secteur. Donc, il faut garder cette pluridisciplinité de secteur. Je pense que c'est le plus pertinent. Luc, on va passer à la dernière partie de ce Career Insight. C'est le traditionnel quiz du Career Insight. Je vais en rappeler les règles pour nos auditeurs et spectateurs. Des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. T'es prêt? C'est parti. On y va. Si tu dois définir Eight Advisory en un mot, cela serait lequel? Entreprendre. Quelle est la principale qualité d'un consultant? Curiosité. Ton meilleur souvenir professionnel? Ça serait la soirée des 10 ans de Eight Advisory, donc 3000 personnes au Louvre, sous la pyramide. C'est là où tu te rends compte que Eight a passé une marche importante. Ton pire souvenir professionnel? Analyste, une de mes premières missions. Donc le client est à 1 heure de Paris, on part en voiture. On arrive chez le client 1h30, 2 heures plus tard. Tout le monde ouvre son sac pose son ordinateur sur la table et moi j'avais laissé mon ordinateur à la maison. Donc, pas idéal pour démarrer. Difficile. La plus belle mission que tu as réalisée? Je prendrais la plus dépaysante. Donc sur une mission du coup de litigation, on a dû travailler sur site avec le client et il se trouvait que le client sur site était à Madagascar. Donc voilà, ça fait un dépaysement assuré pour démarrer sa carrière. La mission la plus difficile que tu as réalisée? C'était une mission de Transaction Services. On était en buy side pour une cible qui était dans la banlieue très profonde de Dublin. Donc quand on a interviewé le management, ils ont pris un malin plaisir à prendre un accent très particulier, très irlandais, donc incompréhensible. Donc ils voulaient toujours répondre à côté de nos réponses. Et donc là, on a décidé de stopper court à la mission en disant s'ils veulent pas nous parler ou nous parler avec un langage qu'ils ne souhaitent pas qu'on comprenne. Et donc on est revenu après quelques jours plus tard, une fois d'avoir fait le tour avec banquier d'affaires et investisseurs potentiels. Et là, on a eu un anglais un peu plus compréhensible. Le client qui t'a le plus impressionné? Donc ça, j'utiliserai mon parcours en entreprise. Donc chez Sodial, j'ai travaillé pour le directeur des opérations qui était un Néerlandais. C'était l'ancien directeur général d'un grand groupe agroalimentaire en Hollande qui avait réussi sa transformation. Et il avait une énergie incroyable à vouloir convaincre, à vouloir embarquer et à pousser les gens à prendre leurs responsabilités. Et moi-même, il m'a beaucoup poussé à prendre ce qu'il appelait du leadership. C'est à toi de le faire, tu y vas. Et donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup frappé, ça m'a beaucoup fait grandir. Et tu mélanges ça à un style de management néerlandais assez direct. Et là, c'est très efficace. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Je prendrais mon processus de recrutement chez Eight Advisory en tant qu'analyste. Au tout départ, j'avais postulé en opération chez Eight Advisory en 2012. Donc, c'était une activité qui était naissante chez Eight Advisory. Et en discutant avec l'associé RH, on a décidé ensemble qu'il valait mieux faire 3 ans de conseil financier pour avoir cette robustesse, on va dire cette compréhension de la société avant de basculer dans les opérations. Et voilà, c'est un clin d'œil assez intéressant parce que 2 ans après, je passe associé en stratégie opération. Donc on a eu cette discussion-là récemment avec cet associé. Voilà, c'est toujours un plaisir de relire cette discussion qui était finalement assez intéressante dans mon parcours. Le conseil que tu donnerais au jeune Luc de Saint-Sauveur qui étudiait à l'EDEC à la fin des années 2000? Je dirais de signer pour Eight Advisory et qui va pas regretter. Merci Luc pour ton temps et pour avoir partagé ton histoire riche avec nous. Écoute, merci beaucoup Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme Training You si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.